Bonjour Brigitte Macron. Bonjour Maxime Switek. Et bonjour Mika. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec moi ici dans ce lycée Pierre-Gilles de Gênes. Qu'est-ce que ça vous fait, Brigitte Macron, de vous retrouver dans cette salle de classe, vous qui avez été prof de français? Je suis désolé, on a des sciences physiques aujourd'hui. Je suis dans mon élément, pas vraiment avec la physique, mais je me sens très à l'aise. Merci de me recevoir dans une salle de classe. C'est plus facile pour moi, c'est mon environnement. Bon, c'est votre environnement. C'est un environnement qui vous manque ou pas? Oui, bon, j'enseigne encore un peu, mais à des adultes. Mais bien sûr que ça me manque. Le rapport aux élèves me manque beaucoup. Bon. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Les profs le savent. On va parler évidemment des élèves dans une seconde. Mika, vous vous retrouvez dans cette salle de classe? C'est surréaliste avec Brigitte Macron, avec vous. Mais c'est pour une bonne cause. Une cause qui vous réunit tous les deux, c'est la lutte contre le harcèlement scolaire. Se retrouver dans une salle de classe, il n'y a pas forcément que des bons souvenirs pour vous dans les salles de classe. Vous avez été harcelé. Vous allez raconter votre histoire ensuite, là, dans un instant, à des élèves qui vous attendent. Vous avez été harcelé. J'ai vécu ça, comme beaucoup d'enfants, et en fait, là, dans quelques instants, je vais aller parler avec 300 étudiants. Et cette idée d'aller parler à 300 étudiants dans une école, je la trouve plus terrifiante que d'aller chanter au Stade de France ou à Bercy, franchement. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai dû vivre avec, qui m'a isolé, parce que c'est ça la chose fondamentale avec l'harcèlement, ça isole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, maintenant, j'ai 40 ans, j'ai trouvé une manière de faire ma vie, je suis heureux, mais j'ai eu ça dans mon passé, je ne vais pas le cacher, je vais en parler. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? J'étais harcelé depuis un très jeune âge. Ça a commencé quand j'avais 7, 8 ans. Et ça a évolué parce que ce n'était pas toujours la même chose. Au début, c'était pour mes fringues, c'était pour la manière que je m'habillais. Et après... On va parler de tes chaussures. Et c'était mes chaussures, c'était mes nœuds papillons, parce que moi je trouvais que c'était totalement logique d'aller à l'école avec des shorts et des nœuds papillons du même tissu, mais des choses assez poétiques et excentriques comme ça. On peut rigoler, mais quand on a 8 ans, on rigole pas. Et ça a continué, c'est devenu de plus en plus sérieux. J'ai eu des problèmes même avec une prof. J'ai été renvoyé d'école. Vous avez été son bouc émissaire aussi. Oui. Mais ça a continué même quand j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et c'était tellement intense à l'âge de 14-15 ans que je n'osais même pas sortir de la classe avec le reste de mes collègues de classe. Donc j'étais très, 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 très seul et très triste par rapport à ce qui se passait. Je me suis enfermé et je me suis perdu dans la musique. Ça m'a donné une manière de m'échapper à la réalité quotidienne. Et je me rends compte maintenant que, en fait, c'est pas nécessaire de se retrouver aussi isolé. Il y a une autre manière de le faire. Il y a une autre manière de gérer cette situation. Et d'en parler, c'est le premier step. On va en parler évidemment de la manière dont on peut sortir de tout ça, mais vous avez rebondi tout de suite, Brigitte Macron, sur un mot qui a été prononcé par Mika, c'est le mot d'isolement, le fait de se retrouver isolé. Complètement. Parce que Mika a parlé, tu as parlé à ta maman, il a parlé à sa famille, mais on se sent seul et on se sent coupable. Coupable de quelque chose d'assez indéfini. On pense que c'est quelque chose que nous, on induit, ce qui est totalement faux. Et ce qui est très important aussi, Mika a 40 ans. On sent que la chose est toujours là, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est très important parce que, en règle générale, il en reste toujours quelque chose. Ça peut être quelque chose d'extrêmement profond. Donc c'est pour ça que plus on essaie de le régler vite, moins les traces sont importantes. Et pourtant, toi, tu as été beaucoup entouré, tu as parlé. C'est très important de parler. Parler et écouter. Et d'écouter. Et écoutez, j'ai eu vraiment la chance d'avoir une famille qui était très à l'écoute. Il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de soutien. Et c'était évident qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas. La première fois que ça a commencé à se passer, je me suis renfermé. J'ai arrêté de communiquer. C'était clair que je me fermais même de ma propre famille. Et c'était là où il y avait une alarme qui a commencé à sonner. Et mes parents étaient tellement... ils ont senti l'urgence de comprendre ce qui se passait. On a un nouveau sondage, un nouveau chiffre qui est tombé aujourd'hui. Il est absolument terrible. Généralement, on dit qu'il y a un élève sur 10 qui est harcelé. On a un sondage aujourd'hui qui nous dit que c'est 1 sur 5. Ça veut dire qu'un élève sur 5 que vous allez avoir en face de vous tout à l'heure
a été harcelé. Vous, la prof de français, comment est-ce que vous réagissez face à ce chiffre? C'est-à-dire que maintenant, la parole est ouverte. Et c'est très important. Donc, je pense qu'avant, on ne le disait pas. Maintenant, on le dit. Je pense que ça explique aussi ce chiffre. Ce qui explique aussi ce chiffre, c'est la violence quotidienne à laquelle sont soumis les enfants, via les réseaux, via les écrans. Donc, ils reproduisent d'une manière ou d'une autre. Il faut s'imaginer l'impact dans leur vie sociale, l'impact dans leur vie psychologique. Et ça, on ne mesure pas. Et je pense que c'est aussi comme cette violence, d'une manière ou d'une autre, ils l'intègrent, ils la reproduisent. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Bon, cela dit, maintenant, ce que je trouve bien, c'est que on s'en préoccupe. Tout le monde, on est vraiment sollicité, on est attentif, et les parents, le personnel de l'éducation, les profs, les autres élèves, via les ambassadeurs, on est quand même beaucoup plus vigilants. Ça ne règle rien. Et bien sûr, c'est pour ça qu'une semaine comme ça, elle est importante. Aujourd'hui, il y a faire face. Demain, je suis au 30-18. Après-demain, c'est la lutte interministérielle. On voit que c'est un combat et il faut qu'ils nous entendent, parce qu'il faut qu'ils nous parlent. Vous parlez des élèves, là. Oui. Le problème, c'est qu'ils parlent effectivement, on le voit avec ces nouveaux chiffres qui sont absolument terribles, ils parlent, mais ils ne sont pas toujours écoutés. On a eu un certain nombre de drames ces derniers mois, je pense à l'INSEE, je pense à Nicolas, qui ont fini par se suicider, une issue absolument dramatique et terrible. Ces enfants-là avaient parlé. Leurs parents avaient parlé. Il dit quelque chose de terrible à sa maman. Le jour J, elle l'avait appelé. Et il lui a dit, pourtant, il était dans une autre école, il était dans un autre environnement. Il a fait quand même un jour de classe. Et le jour de classe, il a dit, ça ne changera jamais. Donc, vous imaginez, il ne voulait même pas essayer. Donc, ça nous montre l'immense violence, le désespoir total. Il prend un climat de classe un jour, et un jour suffit pour... Je pense que détruire un enfant, ça se fait très, très vite. Ça se fait très, très vite et on ne mesure pas. Ils n'ont pas les structures pour gérer toute cette violence. Ils ne l'ont pas. Ils ne peuvent pas. Donc, il faut qu'on soit extrêmement attentifs. Extrêmement. Et là, Nicolas avait des parents extrêmement attentifs. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour prévenir. Ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas marché. Non, c'est un échec terrible. Mika, cette question-là, elle est terrible, mais est-ce que elle vous est passée par la tête de dire c'est trop dur, je n'arrive pas à gérer, comme le dit Brigitte Macron là, et de dire il faut que ça s'arrête, y compris par une issue absolument terrible. Est-ce qu'à l'époque, adolescent, vous vous êtes posé cette question-là, vous vous êtes dit ça? Honnêtement, et là j'ai 40 ans et je peux le dire, il y avait des jours où je ne savais pas comment m'en sortir. Il y avait des jours où je prenais le métro pour aller à l'école et je me disais, bon, et si je disparaissais, si je m'en allais, ou pire. Et franchement, et aussi, même avec le soutien et avec le support de ma famille, mais le harcèlement, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences tellement profondes, et on ne sait pas comment s'en sortir de ce trou. La chose qui m'a aidé, moi, c'est de trouver une autre manière de m'exprimer. C'était de trouver, heureusement que j'ai eu la musique. C'est ça qui vous permet de sortir de ce cercle-là terrible? Absolument, parce que je pouvais métaboliser la peur que j'avais, je pouvais métaboliser et transformer ce que je sentais en quelque chose d'autre. Et ça m'a sauvé. J'ai des professeurs qui ne m'ont pas aidé, j'ai des professeurs qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont changé la vie, qui m'ont montré, et surtout des professeurs qui m'ont montré que l'art, que la musique, que le théâtre, que tout ça, ça pouvait me changer la vie et changer mon quotidien. Et c'est exactement ce qui s'est passé en long terme. Vous dites que les choses ont changé, évolué, vous le dites tous les deux dans votre combat. Vous dites, Brigitte Macron, qu'on écoute mieux les élèves aujourd'hui. Malgré tout, on a encore ces drames dont on parlait. L'école est encore défaillante aujourd'hui par rapport à ça? De moins en moins, dirais-je, de moins en moins. Il y a eu ce programme phare qui tend à être généralisé, les ambassadeurs, il y a des équipes à l'intérieur des écoles qui sont formées, il y a maintenant des équipes volantes, il y a aussi la répression du harceleur maintenant. C'est à l'ordre du jour, avant ça ne l'était pas du tout. Maintenant on examine ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas l'alpha et l'oméga, parce que parfois le harceleur n'est plus là, mais il y a ses copains qui sont là. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut mettre dans la tête des jeunes et qui est difficile, c'est que ça ne va pas être comme ça toute la vie. Parce qu'ils ont quelquefois, ceux qui subissent, ils pensent que ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est cela aussi qui fait cette difficulté.
c'est ce que tu dis, je suis dans le métro, je me dis pourquoi j'y vais, etc. La journée n'a pas commencé, mais tu sais qu'elle va mal se passer. Ce qui est terrible pour les élèves et pour les parents, je me mets aussi à la place des parents aujourd'hui, c'est de voir que parfois la réponse, et on l'a vu ces derniers mois, y compris des rectorats, est d'une violence inouïe, en rejetant la faute sur les parents et quasiment sur l'élève. Ça, comment vous l'avez pris, ça, cette information-là, et le fait de voir qu'il y avait cette violence-là? Elle n'est pas acceptable. Elle est totalement inacceptable. C'est certain qu'on doit les écouter. À partir du moment où il y a l'expression d'une souffrance, il faut l'écouter. Il y a forcément quelque chose. Il n'y a pas forcément ce qui est dit, mais il y a forcément quelque chose. Donc il faut examiner, il faut écouter. J'en suis persuadée. Parce que moi, dans ma vie de prof, quand j'ai entendu des choses, il n'y avait jamais rien. Il y avait toujours quelque chose. Et il me demandait en règle générale de ne pas intervenir. C'est-à-dire quand je savais quelque chose, surtout, madame, vous ne dites rien. Donc le pas de vague, vous l'avez connu, on vous l'a imposé. Voilà, c'était bien sûr quand il nous demande, très souvent quand un élève parle à quelqu'un, il ne veut surtout pas que ça se sache. Donc il faut respecter aussi ce qu'ils disent, mais aussi agir en sous-main. Mais donc il y a aussi une forme d'omerta. Oui, bien sûr. C'est cette omerta que tout le monde s'impose. Parce qu'on a l'impression que quand la chose est sue, elle va exploser. Il en est pareil de tous les sujets. Une fois que c'est sur la table, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, jusqu'où ce que ça va impacter. Donc c'est un peu la peur des conséquences. Il ne faut pas avoir peur des conséquences. Bien sûr, il y a un moment de bruit. Et le moment du bruit est toujours assourdissant. Mais après le bruit, il y a la guérison. Et il faut pouvoir assumer ce moment de transition, qui est très difficile. Parce que vous regrettez d'avoir parlé, parce que ça a des conséquences. Et en plus, on vous réduit à votre harcèlement. Exactement. Et c'est hyper dur d'être réduit à ça. Ça vous fait réagir tout de suite, Mika. Non, mais bien sûr, le moment où, le moment où un parent parle, la première chose, c'est on ne se sent pas soulagé. Je me souviens de ce souvenir de mon enfance. Je me sentais humilié. Je me sentais encore plus isolé. Et après, il y avait une manière de commencer un sorte de discours, d'avoir un petit peu une chance, une possibilité, juste de demander la question « pourquoi ?» Souvent, il faut juste poser la question « mais pourquoi ça se passe ? Pourquoi vous faites ça ?» Mais est-ce que l'école vous a soutenu, vous ? Vous avez été viré de plusieurs écoles. Il y a des écoles qui ne m'ont pas soutenu. Il y en a une école qui ne m'a pas soutenu. Il y en a des autres qui m'ont vraiment aidé. Mais pas soutenu, ça veut dire quoi concrètement ? Je me souviens toujours d'une certaine... un moment où il y avait ma mère qui est rentrée à l'école. Et ça, c'était plus tard, j'avais 14 ans. Elle est rentrée dans l'école, c'était avant la fin de la classe, elle est rentrée dans la classe, elle a dit « maintenant, je vous parle ». À la prof. Oui, au prof. Au prof. Et elle a dit « madame, vous devez partir ». Elle a dit « je vous attends ». Et vous attendez dehors. Elle dit « non, non, j'attends ici ». Non, mais moi, je voulais pleurer. J'étais en train de pleurer. Je me cachais. Je disais « je suis invisible, je ne suis plus là ». Et Imagine à quel point elle t'aime. Oui, mais bien sûr, c'était cette folie. Et je me suis dit, mais ça a provoqué une discussion. Ça a provoqué une discussion dans la classe. Une discussion qui était extrêmement difficile au début. Mais ensuite, tout le monde a commencé à parler dans la classe. Et je me souviens de ça. Tout le monde est resté un peu plus longtemps. Tout le monde a commencé à se parler. Mais pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce que... Et cette... Je dis toujours que l'empathie, la tolérance se provoque. Il faut l'encourager. C'est pas quelque chose qu'on peut juste... On va pas juste dire que ça va être naturel tout le temps. Il faut l'encourager. Mais alors ça, vous vous battez là-dessus tous les deux. Brigitte Macron, ça fait des années que vous réclamez ça. Des cours d'empathie, des cours de bienveillance. Quelque chose qui a été un peu moqué par moments quand l'idée a ressurgi là, dernièrement, en disant ça ne se décrète pas. Moi, je pense qu'il faut que les enfants entendent leurs droits. Il faut aussi qu'ils entendent leurs devoirs. Et je pense qu'il faut leur dire. D'une manière ou d'une autre, il faut en débattre, il faut en parler. Et ce ne sont pas des cours gnangnans de bienveillance. Il ne s'agit certainement pas de ça. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais c'est très important d'entendre. Même chose pour les réseaux. Il faut qu'ils entendent ce qu'ils doivent mettre, ne pas mettre, pourquoi ils se mettent en danger, etc. On pense toujours que... Alors, je prends le même exemple que Gabriel Attal au Danemark. Au Danemark, c'est hyper sympa. Le matin, l'enfant arrive, il a plein d'émoticônes. Il rentre dans la classe, il choisit l'émoticône qui correspond à son humeur du jour. Et il met ça sur sa table. Et le prof commence à l'interroger, non pas sur le cours, mais « comment vas-tu ?» Et on gagne un temps fou. On
On ne perd pas de temps quand on fait ça. Et tout de suite, ça délie quelque chose. Je trouve que ta mère, elle est extraordinaire d'avoir fait ça. Il ne faut surtout pas que les parents fassent ça. Non. Surtout pas. Mais le fait qu'elle l'ait fait, c'est une preuve d'amour immense. Bon, elle t'a mieux. Elle aurait pu te mettre aussi en difficulté. Mais nous, parfois, les parents, quand ce sont nos enfants qui sont impactés, on est capable de tout. Il faut savoir aussi ne pas le faire. Il faut réagir avec mesure. C'est ce que vous dites. Mais quand ce sont nos enfants, c'est parfois compliqué. difficile. Juste une chose, quand vous parlez de la bienveillance, de l'empathie du Danemark, vous en parliez déjà il y a 5 ou 6 ans. Oui. Ça veut dire qu'on a perdu ce temps-là aussi. Ah, alors là, on commence à trouver des éléments de langage. Parce que les professeurs, parfois, on est un peu déconcertés. On ne sait pas quoi dire à nos élèves, comment le dire. Si on sait ce que l'on a à dire, eh bien, ça va aller très bien. Et je pense qu'il faut mettre en place des éléments de langage. C'est ce que fait en ce moment, c'est ce que fait Gabriel Attal. Et je trouve ça très bien. À partir du moment où on a un conducteur, on sait où aller et comment y aller. Et donc, les parents sont embarqués dans ce projet, les professeurs, les élèves, tout le monde. On est tous sur le paquebot, là. Ça veut dire que Gabriel Attal est le bon commandant du paquebot pour vous? Bon, j'ai eu 3 commandants. J'ai eu 3 commandants. L'origine, c'est bien évidemment Jean-Michel Blanquer, qui a mis au point phare, Pape Ndiaye, qui l'a généralisé, et là, Gabriel Attal, qui est parti tout de suite sur le sujet. Le premier jour de la rentrée, bon, je peux partager un moment, Gabriel a été inondé, moi aussi. Et le premier jour de la rentrée, parce qu'on pendant les vacances, ça se passe aussi sur les réseaux. Mais il n'empêche que le 2 septembre, le jour où ils sont rentrés, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des mails, j'ai eu des tas de choses. Gabriel a eu des tas d'alertes. Et le soir, il m'a appelé, il a dit, on y va tout de suite. On ne va pas attendre une semaine. C'est qu'on a l'impression qu'ils ont attendu d'être ensemble pour recommencer. Pour recommencer le harcèlement. Mais en présence. Tout ce que vous dites là, vous le dites au président Macron? Vous faites pression sur lui aussi pour que ça avance plus vite? On parle de tout. Mais je n'ai pas besoin de faire pression parce que lui, c'est un sujet qu'il fait sien. C'est essentiel pour lui. Ce matin, il était très content. Lui, il partait et moi, j'étais là. Il me dit surtout, tu leur dis à quel point c'est ma préoccupation. Et c'est très important pour lui. Non, mais je ne l'influence pas. Il n'a pas besoin de moi pour ça. Mais j'en parle. Une question encore sur les parents, parce qu'il y a... Pardon, Maxime, je lui lis des lettres. Ah. Je lui lis des lettres comment. Parce que vous en recevez des dizaines et des dizaines de parents et d'enfants harcelés. Je lui lis des lettres d'enfants, je lui lis des lettres de parents. Ça, je n'ai pas besoin de commenter, je ne fais que les lire. Vous l'alertez sur le harcèlement, vous l'alertez sur quoi d'autre en ce moment? Dans ces lettres que vous recevez, qu'est-ce qui ressort? Je l'alerte beaucoup sur la violence que les enfants se prennent en ce moment. Parce que bien évidemment, elle est partout, elle est dans le monde, mais eux, ce qu'ils reçoivent, il n'y a pas de sens pour eux. Donc c'est extrêmement, extrêmement fort ce qu'ils sont en train de vivre. Il faut bien regarder, il faut bien leur parler en ce moment. On est dans cette salle de classe. Je reviens à cette salle de classe. On dit toujours que l'école est un sanctuaire, que des lycées comme cela sont des sanctuaires. C'est un sanctuaire qui est fragilisé par le harcèlement, c'est un sanctuaire qui est attaqué aussi. Brigitte Macron, on l'a vu récemment encore avec l'assassinat de Dominique Bernard. Qu'est-ce que vous pouvez dire notamment aux élèves et aux professeurs, vos anciens collègues, pour les rassurer par rapport à ça? Qu'ils tiennent bon. Qu'ils tiennent bon, mais je sais qu'ils vont tenir bon, parce que quand on est prof, c'est aussi un métier de vocation. On sait pourquoi on est là. Et j'ai rencontré aussi les collègues de Dominique Bernard quand on est allé à l'enterrement. Chacun a su ce qu'il avait à faire, à intenter. Il y a un moment où la communauté s'est mise à protéger ses enfants. Et on protégera nos enfants. Et les profs protègent les enfants, le personnel enseignant, tous ceux qui sont autour. Il faut voir ce qui s'est passé dans cette école. C'est un drame absolu, mais on a évité un drame encore plus fort. Chaque enfant a su ce qu'il avait à faire. Et ils l'ont fait. Et tout le monde les a protégés. Il faut qu'ils sachent qu'on est là pour eux. Bien sûr, on voudrait que ce soit un sanctuaire, mais ça ne l'est pas encore. J'aimerais tant qu'il y ait un peu plus de légèreté. Parce que le monde de l'enfance et de l'adolescence, ça ne doit pas forcément être ça. Ça doit même sûrement pas être ça. Il est très très dur, et on en a un dernier exemple dramatique avec le cas de Lucas. Oui. Lucas qui est un jeune de 13 ans qui s'est suicidé, et avec 4 élèves de son établissement qui ont été traduits en justice pour l'avoir harcelé. Ils ont été relaxés. Ils ont été relaxés tous les 4. La justice dit on ne peut pas faire le lien entre le harcèlement qui a existé et le suicide de Lucas. La mère de Lucas est effondrée, évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire tous les deux, dire à la famille aujourd'hui, à cette famille? Bien évidemment, que dire contre un jugement? Nous respectons les jugements. Mais ça n'enlève pas que Lucas, on en parle. Lucas, il est avec nous. Lucas, on ne l'oubliera jamais.
Jamais. Hein. Donc, et ça aussi, c'est excessivement important. Et la maman, ce qu'elle doit ressentir aujourd'hui, effectivement, c'est incommensurable en douleur. Mais il y a un jugement, mais il y a aussi le non. Et cet enfant, il reste avec nous. Je pense que la tristesse pour ce qui s'est passé avec Lucas, ça résonne dans tout le monde. Bon, évidemment, tous les parents, mais aussi tous les adultes et les enfants qui ont vécu quelque chose de similaire. Mais il faut en parler. C'est fondamentalement important. Et voilà. Je pense aussi à l'INSEE, parce que l'INSEE qui est parti aussi, l'INSEE avait énormément parlé. Énormément. Elle en parlait énormément à sa maman, qui a essayé aussi de tout faire. Et c'était un combat impossible à mener. Donc c'est pas possible. Et il faut pas dire ça va passer, parce que ça passe pas. La plupart du temps, ça ne passe pas. Il faut parler et les aider. Oui. Oui. Et quand je rentre dans les maisons des adolescents, parce qu'avec la Fondation des hôpitaux, on finance des maisons des adolescents, ils ont entre 11 et 25 ans. Il n'y a pas que des ados, il y a des jeunes adultes. Il n'y en a pas un qui n'a pas été harcelé. Quand on parle avec eux, il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, ça. Et une énorme dépréciation d'eux-mêmes à la suite de ça. Vous savez, j'avais des parents qui m'adoraient. J'ai un père qui m'aime. Ma mère, elle n'est plus là. J'avais des parents qui faisaient des choses très extrêmes, plusieurs fois. Ouais, on l'a un peu entendu aujourd'hui. J'étais mortifié quand ils étaient en train de me protéger. Et j'avais des sœurs, j'ai des sœurs qui m'aiment aussi. Malgré tout ça, je vous dis la vérité, si j'avais pas le piano, si j'avais pas la musique, si j'avais pas l'art et la musique fondamentalement, et ce rapport que j'ai pu développer avec la musique et dans une pièce qui était comme un petit placard à l'école. Je me cachais dans cette petite pièce, et on avait un dans la première école où j'étais, dans la deuxième aussi, dans la troisième, il y avait toujours un petit piano caché quelque part. Si j'avais pas ça, et si je pouvais pas monter mon système de valeurs, ma valeur pour moi-même, honnêtement, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je le sais. Et il est quand même sacrément fort. Tu es quand même sacrément fort, parce que tu as toujours gardé ta différence. Il a toujours eu, même très jeune, une différence vestimentaire. Tout lui va, il peut tout mettre. Il l'a toujours fait, il a toujours continué. Il n'a pas succombé à la pression. Oui, même avec le soutien de mes parents, si j'avais pas la musique pour me donner un sentiment que j'avais du pouvoir, que j'avais une voix, que j'avais une manière d'avoir une valeur pour moi-même, même avec tout le soutien de mes parents et de ma famille, je n'aurais pas pu m'en sortir. Et je vous le dis, sincèrement, je ne serais pas là aujourd'hui. Je crois qu'il est l'heure. Excusez-moi, je veux simplement dire une chose. Mika, il avait tout. Il avait des parents aimants, il avait tout. Et il avait le sentiment de n'être rien. Et ça, c'est hyper important. C'est pas juste moi. Je vous laisse rejoindre les élèves de ce lycée. On va les rejoindre. Merci à tous les deux. Merci Mika. Merci Brigitte Macron. Maxime Soutek. Je vous le dis, j'ai le trac. 300 enfants, j'ai très peur. Bon, on t'a fait le Stade de France il n'y a pas longtemps. Non, j'ai très peur. Ils vous attendent. Merci à tous les deux en tout cas. Merci pour cette interview.